Bonjour à tous, je suis le docteur Blanchet. Voilà. Je suis censée commencer la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, oui. Et est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui, c'est OK. Alors, peut-être que, comme il y a des petits problèmes de connexion, je coupe ma caméra. Et voilà, je commence la présentation. Et donc, effectivement, au niveau des changements, je vais commencer la présentation, puis Anne-Françoise Roux suivra et le professeur Meunier sera en troisième. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous allons parler en fait des syndromes de Usher. Parce qu'on va voir qu'il s'agit de syndromes au pluriel et non pas d'un seul syndrome. Donc, je suis le docteur Blanchet en ORL au CHU de Montpellier et je travaille dans le centre de référence coordonné par le professeur Meunier. Et donc, je vois les patients qui ont des syndromes de Usher dans le cadre du centre de référence. Alors, ces syndromes de Usher, ils correspondent à ce qu'on pourrait appeler des ciliopathies. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte des cils qui sont au sommet ou dans les cellules sensorielles, que ce soit dans l'oreille interne ou dans la rétine. Et dans l'oreille interne, on va voir que ces cils touchés sont à la fois dans la partie qui s'appelle la cochlée, qui sert à l'audition, et dans la partie qui s'appelle le vestibule, qui est impliquée dans l'équilibre. Alors, vu que ces cils sont à la fois dans la cochlée et l'œil, on va donc avoir différents symptômes. La première des choses, c'est qu'on peut donc avoir une atteinte d'audition avec des surdités et une atteinte visuelle. Dans la cochlée, en arrière de la cochlée, il y a donc une partie de l'oreille interne qui s'appelle le vestibule, qu'on voit ici avec des petits canaux. Et cette partie-là du vestibule nous sert à ressentir la gravité, sert au cerveau à savoir comment la tête est positionnée par rapport à l'ensemble du corps. Elle nous sert à ressentir les accélérations, que ce soit des accélérations linéaires, en avant, en arrière ou au bas, comme dans l'ascenseur, les accélérations sur les côtés, comme quand on fait de la balançoire ou du vélo. Et ça nous sert également à fixer une cible quand on regarde quelque chose et qu'on va avoir la tête en mouvement. Si on a une atteinte de ce système, eh bien, on va avoir des perturbations au niveau de l'équilibre. Et donc, dans certains syndromes de Usher, on va avoir une atteinte de l'équilibre qui va être en lien avec cette atteinte du vestibule et avec l'atteinte visuelle. En effet, l'équilibre repose sur 3 informations sensorielles différentes: la vision, le vestibule et les sensations qui viennent des articulations qu'on va avoir dans les chevilles, les genoux, dans le cou. Et donc, dans certains syndromes de Usher, notamment en forme avancée, on aura un problème d'atteinte qui touche 2 sens qui sont impliqués dans l'équilibre. Il ne restera plus que les informations proprioceptives. Donc, ces syndromes de Usher sont donc hétérogènes sur le plan déjà clinique et on distingue habituellement trois formes. Avec le syndrome de Usher de type 1, type 2 et type 3. Et globalement, on va différencier ces différentes formes cliniques sur l'importance de l'atteinte. Le syndrome de Usher du type 1 va être le plus sévère, le type 2 le plus fréquent, et le type 3 a une clinique très variable et il est très très rare, voire exceptionnel en France. Il a été plutôt décrit dans d'autres populations, notamment en Finlande. Alors, on va donc, si ça veut bien continuer, oh là là. Alors, on continue. Vous êtes toujours là? J'ai remis le son.
Tout est OK, hein? Tout est OK, on reçoit bien. Tout va bien? Tout le monde est là? Tout va bien. Tout fonctionne, tout est OK. On a de Bon, petites je continue alors. On a de petites micro-coupures de temps en temps. Donc on commence par le syndrome de Usher de type 1. Ce syndrome de Usher de type 1, alors attendez. Bon, Anne-Françoise m'entend, alors je considère que vous m'entendez tous. Donc ce syndrome de Usher de type 1, un des premiers signes est la surdité qui est congénitale, donc qui va apparaître, qui va être visible et diagnosticable à la naissance, mais qui en fait est déjà présente pendant le développement, pendant la grossesse. Mais on en fait le diagnostic, on pourra en faire un diagnostic à la naissance. Cette surdité, elle est bilatérale et donc neurosensorielle, ça veut dire qu'elle touche la cochlée. C'est un des termes consacrés. On peut des fois aussi lire surdité de perception. La surdité, elle va être sévère ou profonde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez à droite une représentation d'un test auditif qu'on appelle audiogramme tonal. On a ici en horizontal les fréquences qui vont des graves aux aigus. Et puis, sur l'ordonnée en verticale, on a les seuils auditifs avec la perte auditive. Et là, on a une banane de la parole avec les sons qui sont répartis dans la voix. Et vous voyez que pour les surdités profondes qui sont indiquées ici, on a une perte auditive qui est supérieure à 90% et on n'entend pas du tout la parole. Pour les surdités sévères, on aura une perte qui va de 70 à 90 décibels. On entendra un peu plus de son et éventuellement, on pourra percevoir quelqu'un qui crie, mais on n'entendra pas non plus la parole normale, à intensité normale. Ces surdités sont maintenant, étant congénitales, diagnostiquées très tôt dans la vie grâce à un programme de dépistage universel à la maternité, donc un programme de dépistage des surdités néonatales. Et donc, on va pouvoir faire le diagnostic très tôt. Donc ça, c'est normalement organisé partout en France et c'est un programme de santé publique maintenant vraiment officialisé depuis 2012. Avant ce programme, les surdités profondes pouvaient n'être diagnostiquées qu'à partir de 9 mois, voire même des fois 24 mois. Parce que le diagnostic de surdité pouvait se faire sur des réponses de l'enfant qui pouvaient être faussées. Par exemple, un enfant qui est sourd profond à la naissance peut sursauter quand on va claquer une porte parce qu'il va ressentir les vibrations, mais pas entendre. Et si on se pose la question par rapport au langage, un tout petit bébé va commencer à utiliser sa voix, faire des vocalises, des cris. Et puis, quand il a une surdité profonde, il ne va pas s'entendre et ne va pas entendre la voix de ses parents. Et donc, c'est progressivement qu'il va y avoir une perte au niveau de la qualité des productions et surtout, elles ne vont pas se diversifier. Donc, le dépistage néonatal nous a permis de faire des diagnostics beaucoup plus précoces et donc de prendre en charge également de façon beaucoup plus précoce. Si nous avons donc un diagnostic de surdité profonde et qu'il n'y a pas de réhabilitation auditive, l'enfant n'entend pas la parole et il va donc falloir mettre en place d'autres modalités de communication et en particulier une communication qui va passer en perception par la vue avec la langue des signes. Le problème, c'est qu'avec un syndrome de Usher, quand la vue va baisser, la langue des signes classique ne sera plus utilisable. Progressivement, on pourra encore l'utiliser, mais en réduisant le champ de production des signes, quand il va y avoir le champ visuel qui se rétrécit. Et à terme, on pourra être obligé d'utiliser la langue des signes tactile, qui est une communication 2 à 2 et qui ne permet pas d'avoir des échanges à plusieurs. Si l'enfant a une réhabilitation auditive précoce, la réhabilitation auditive précoce, très généralement dans ces surdités aussi importantes, repose sur une implantation cochléaire qui, à l'heure actuelle, est recommandée en bilatéral et tôt dans la vie pour avoir une bonne perception de la parole et pouvoir aussi espérer
avoir la capacité d'avoir une audition bilatérale qu'on appelle binaurale et qui va être importante pour avoir la capacité de localisation, ce qui est très important plus tard quand on aura des problèmes visuels pour les déplacements. Donc, si on fait une implantation cochléaire précoce avec une prise en charge globale qui est organisée précoce, l'enfant pourra avoir une communication audio-phonatoire, c'est-à-dire un langage parlé. On pourra éventuellement utiliser des aides à la communication quand il est petit, qui reposent sur la vue, mais sa communication vraiment la plus importante se fait par la parole. Qu'en est-il des adultes qui n'auraient pas bénéficié du dépistage néonatal et qui auraient eu un diagnostic plus retardé de surdité, qui n'ont pas eu de réhabilitation auditive? Est-ce que l'on peut ou pas proposer une implantation cochléaire? Techniquement, c'est tout à fait possible, mais le développement du langage, globalement, se fait entre 0 et 6 ans, en termes de plasticité cérébrale, de développement cérébral. Et si le cerveau n'a pas les informations auditives dans cette période, eh bien, il va se remodeler et la partie qui normalement sert à l'audition va coder pour les informations visuelles ou sensorielles proprioceptives. Donc, implanter un adulte qui a une visio-gestuelle avec une langue des signes, essayer de l'implanter à l'âge adulte, on n'aura pas de possibilité de lui permettre d'accéder à la compréhension de la parole et de développer une communication à l'oral pour qu'il puisse parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer l'implant cochléaire, il faut discuter parce que cela peut quand même avoir un intérêt, notamment dans une fonction d'alerte pour une perception des sons de l'environnement. Mais il est très important de bien expliquer ce qu'on va pouvoir en attendre et le travail derrière de rééducation que cela va nécessiter. Donc ça, c'est pour la partie auditive dans le syndrome de Usher de type 1. Toujours dans le syndrome de Usher de type 1, on va avoir une atteinte du vestibule, cette partie postérieure de l'oreille interne qui sert à l'équilibre. Cette atteinte, elle est bilatérale, elle est complète et elle est de naissance. Et comme pour l'audition, en fait, elle est même avant la naissance, elle apparaît pendant le développement, pendant la grossesse. Cliniquement, elle va donner un retard de développement chez le bébé des acquisitions motrices. C'est-à-dire qu'il va mettre du temps à tenir sa tête, il va mettre du temps à tenir assis et il va mettre du temps à marcher seul. Il va à terme également gêner certaines activités comme faire du vélo, lancer un ballon. Et il va également ralentir l'acquisition de la représentation, par exemple, du schéma corporel. Quand on lui demande de dessiner un bonhomme, il va mettre plus de temps que les copains qui ont un vestibule qui fonctionne. Et puis, cela va perturber la possibilité de fixation d'une cible quand la tête est en mouvement. Donc, quand c'est une atteinte congénitale, l'enfant ou même l'adulte ne s'en rend pas forcément compte, mais il va ressentir des difficultés dans certaines activités. Par exemple, là, j'ai mis le saut d'obstacle à cheval. Ça peut poser vraiment de gros problèmes parce qu'il faut aller vite, il faut regarder l'obstacle en anticipé et la personne peut vraiment avoir peur. Donc, il faut vraiment adapter les activités. Elles ne vont pas être contre-indiquées. Notamment, il y a beaucoup d'enfants qui vont pouvoir faire de l'équithérapie, mais on va adapter les objectifs. Chez l'enfant et chez l'adulte, donc ça va également perturber donc, la perception de la gravité et de notre verticalité. Et donc, il faut faire attention dans les baignades en mer, notamment si elle est agitée. Si la personne se retrouve sous l'eau, eh bien, elle va avoir, avec les bouillonnements, elle va avoir du mal à ressentir où est le haut, le bas, et à pouvoir revenir à la surface. Donc, il n'y a pas de contre-indication pour la natation, au contraire. Par contre, il faut le faire dans un milieu sécurisé, ça peut être en piscine, et si c'est en mer, de le faire uniquement les jours où il n'y a pas trop de vagues, qu'il y a une mer calme. Donc, associé à cette atteinte auditive et vestibulaire, on aura l'atteinte visuelle dont vous parlera Isabelle Meunier avec la rétinite pigmentaire qui va arriver dans un second temps.
Parfois, les gens vont se développer avec leur atteinte vestibulaire, ne vont pas se rendre compte réellement et ils vont se plaindre de problèmes d'équilibre a posteriori quand l'atteinte visuelle va arriver. Et cette atteinte de l'équilibre, elle va être là réellement très, très gênante pour eux, du fait de la conjonction de la double atteinte vestibulaire et visuelle. Donc voilà pour le syndrome de Usher de type 1. On va donc passer au syndrome de Usher de type 2. Alors, ce syndrome de Usher de type 2 est également constitué d'une surdité, donc là aussi qu'on dit neurosensorielle par atteinte de la cochlée et des cellules ciliées. Elle est bilatérale des deux côtés, elle est aussi de naissance, mais le degré n'est pas le même. Et donc, vous voyez sur cette petite représentation de l'audiogramme, toujours cette fameuse banane de la parole et une courbe type qu'on peut rencontrer dans le syndrome de Usher de type 2, avec des fréquences graves au départ relativement bien conservées et une chute en particulier sur les fréquences aiguës. Or, ces fréquences aiguës, elles vont transporter dans la parole certains sons en particulier dans des consonnes. Et ces consonnes, elles vont nous permettre de comprendre vraiment ce que l'on dit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une surdité de perception moyenne ou sévère? On perçoit la voix humaine, mais de façon incomplète. S'il y a un dépistage néonatal, ça va être opéré donc, dès les premiers mois de vie et on pourra faire une prise en charge qui pourra nécessiter un appareillage auditif conventionnel. Donc là, on n'a pas besoin d'implant cochléaire chez l'enfant à ce stade. Et on pourra mettre en place la prise en charge globale avec la rééducation orthophonique, etc. Et là, le langage qui va se développer sera vraiment, la langue maternelle sera l'oral. Avant le dépistage néonatal, ces surdités, même si elles étaient congénitales, donc de naissance, elles étaient repérées plus tardivement. En effet, comme l'enfant, il perçoit une partie de la parole, il savait reconnaître sa mère, son père, lorsqu'il lui parlait, il savait reconnaître l'intention dans la voix de ses parents, est-ce qu'ils étaient contents, les émotions, tristes, en colère, et il comprenait certains mots. Donc, il développait une partie de leurs paroles et de leur langage, et ce n'était que parce que progressivement, il y avait un décalage dans l'acquisition du langage qu'on se rendait compte de la surdité. Et donc, parfois, on avait des diagnostics de surdité qui se faisaient entre 4 et 6 ans à l'école, quand on voyait qu'il y avait des difficultés d'acquisition. Et nous avons même des personnes adultes chez qui la surdité est complètement passée inaperçue pendant toute l'enfance, pendant toute la scolarité, et qui arrivent au moment de la perte visuelle. Et là, ils sont très gênés pour communiquer. L'explication est qu'ils ont compensé leur perte auditive en utilisant les yeux et en lisant sur les lèvres et en regardant le visage de leurs interlocuteurs. Alors, dans le syndrome de Usher de type 2, on disait avant que la surdité n'était pas évolutive. En fait, si, elle l'est très lentement. Il y a une très légère progression en lien avec le syndrome lui-même, qui est lente, mais qui existe tout de même. Et puis surtout, dans la vraie vie, on est humain et on n'a pas que un syndrome, une maladie. Et donc, on va vivre, on va vieillir. Ça, c'est difficile d'échapper à l'âge. Et puis, on peut être exposé, on peut écouter de la musique, participer à des concerts, bricoler. Et tout ça fait que la surdité peut progressivement évoluer et parfois elle peut nécessiter à l'âge adulte une implantation cochléaire. Là, c'est complètement différent du syndrome de Usher de type 1 où on pouvait avoir des adultes qui n'avaient jamais entendu, qui ne parlaient pas à l'oral, qui pouvaient faire une demande d'implantation cochléaire. Je vous ai dit qu'à ce moment-là, ils n'allaient que avoir une perception d'alerte. Dans le syndrome de Usher de type 2, c'est complètement différent. Ils ont entendu, pas toujours très bien, mais ils ont quand même entendu. Et ce n'est que progressivement que l'audition va baisser. Et donc, on pourra à ce moment-là implanter avec de bons résultats en termes de perception auditive et de compréhension de la parole et de production de la parole. Dans le syndrome de Usher de type 2, la fonction vestibulaire est normale.
Donc, les patients pourront avoir des troubles d'équilibre à l'âge adulte en lien avec les problèmes visuels, mais pas quand ils sont petits, comme dans le syndrome de Usher de type 1. Et puis, les problèmes, on pourra, dans la rééducation, s'appuyer sur la fonction vestibulaire quand on fera de la réadaptation VAS-vision, par exemple, et de la psychomotricité et de la locomotion. Également, dans la prise en charge, vraiment, les choses vont changer tout au long de la vie. Et ça, c'est une particularité qui est difficile pour les gens parce qu'il faut qu'ils s'adaptent tout au long de leur vie à leurs difficultés qui vont évoluer. Quand ils vont être petits, l'audition va être une gêne, un frein, et donc va constituer un handicap, on va faire une prise en charge. Mais finalement, à l'âge adulte, l'atteinte visuelle va être plus importante que l'atteinte auditive. Et donc, l'audition devient un outil de réadaptation, une aide à la communication, une aide au déplacement, une aide à la locomotion. Donc, la prise en charge de l'audition va être très importante et tout au long de la vie, il va falloir savoir la faire évoluer. Et plus on l'aura prise en charge correctement petit, et plus on aura de meilleurs résultats, même à l'âge adulte. Enfin, le syndrome de Usher de type 3 est pour nous en France finalement des données plus de littérature au sens où on ne rencontre pas ou très très peu de patients. Le diagnostic n'est pas facile car ils vont avoir des choses très très variables. La surdité est variable et progressive et le déficit vestibulaire, il peut être là ou pas, il est également variable et progressive. Et même l'atteinte visuelle, elle est variable. Donc, on pourrait penser, quand ils sont tout petits, chez les enfants, que ça pourrait ressembler à un syndrome de Usher de type 2. Et quand ils vont être plus grands, ça ressemblera plutôt à un syndrome de Usher de type 1. Mais pour dire à quel âge les choses vont continuer, vont progresser, c'est très difficile parce que c'est très, très variable. Alors, j'en ai terminé pour la partie auditive et vestibulaire en termes de présentation. Et je reste à disposition pour toute question. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on enchaîne les présentations ou si vous voulez déjà me poser des questions. Oui. On peut l'applaudir déjà. Est-ce que déjà... Bravo. Donc je crois qu'on va continuer par l'intervention d'Isabelle Meunier. Non ? Françoise, alors, il y a des questions, oui. On n'entend plus. On est perdu la salle. Ah, ça y est. C'est bon ? Voilà. Ah, connexion difficile. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Arnaud ? Pas pour le moment. Si, on va laisser la parole à Arnaud. Je crois qu'il est concerné par le syndrome de Usher de type 2. Et je crois qu'il n'ose pas demander, mais je crois que ce serait bien qu'il pose une question. Voilà. Oui, alors moi j'ai une question par rapport à la maladie de Usher. Je voulais savoir si, à quel moment le diagnostic était fait par rapport à la découverte de la surdité, si ça se faisait parfois en simultané ou s'il y avait un délai entre les deux en fait. Comment la personne, on en vient à dire qu'il faudrait peut-être... Alors, je crois que la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait le diagnostic de surdité, soit sur des signes d'appel, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, peut-être qu'il y a un problème auditif », on trouve que l'enfant ne réagit pas ou on trouve que son langage ne se développe pas. Et c'est ce qu'on faisait avant la mise en place du programme de dépistage néonatal à la maternité. Donc, c'était entre 9 et 24 mois pour les syndromes de Usher de type 1 et entre 4 et 6 ans mais pour les syndromes de Usher de type 2. Mais nous avons des adultes pour lesquels le diagnostic de surdité a été fait à l'âge adulte. Maintenant, avec le dépistage néonatal de la surdité de tous les bébés, le diagnostic est fait dans les premiers mois de vie. Ils ont un dépistage dans les 3 premiers jours à la maternité
Et ensuite, ils vont être orientés chez l'ORL, chez des ORL qui font partie du programme pour le diagnostic précoce. Et le diagnostic va être fait dans les premiers mois de vie. D'accord, merci. Juste avant de m'en aller, Philippe Bertha, je vais juste prendre le relais pour insister sur la... Ça m'étonne. Là, voilà. Je crois que c'est bon. Ça marche mieux ici. Non, je vais arriver, vous inquiétez pas. Dès qu'il y a un soupçon sur un enfant qui vient de naître, que ce soit dans les premières semaines ou les premiers mois, et je connais très bien cet exemple parce que je l'ai vécu au Royal Children's Hospital de Melbourne, eh bien, il y a systématiquement un séquençage complet de ce qu'on appelle l'exome, on va dire le génome, de l'ADN qui est fait, et qui permet, dans 60% des cas, puisque c'est la publication à laquelle je fais référence, de donner un diagnostic en 48 heures sur la base génétique, le gène impliqué. En France, on est un pays remarquablement retardataire, parce que le mot génétique, on n'arrive pas à le faire comprendre, à le faire entendre. Aujourd'hui, en néonatal, puisqu'on a entendu parler beaucoup de diagnostic néonatal, on a réussi royalement de mémoire de passer de 6 à 9 gènes testés. Ce qui nous met pratiquement en dernière position des pays occidentaux, puisque la moyenne des pays occidentaux aujourd'hui, c'est autour d'une trentaine, voire d'une quarantaine de gènes testés. Donc ça, c'est un vrai combat. C'est comment faire pour que la génétique, qui aujourd'hui le séquençage, c'est ce qu'on appelle le séquençage du génome, qui ne coûte quasiment plus rien, et qui peut se faire dès aujourd'hui très rapidement en une demi-journée, comment on fait cette analyse génétique en première intention, alors qu'en France, ça n'est jamais fait en première intention. Il va falloir attendre beaucoup de temps, et souvent beaucoup trop de temps pour passer à la génétique. Bon, je ne vous cache pas que c'est un de mes combats que je mène contre le ministère de la Santé depuis 5 ans, parce que je crois que c'est une vraie priorité. Ça corrobore ce que je disais, c'est plus le diagnostic est tardif, et bien plus la thérapie existante ou la thérapie à venir, bien sûr, n'aura moins d'effet. Et donc c'est quelque chose, c'est une très bonne question, cet aspect diagnostic, parce que c'est quand même la clé de nos difficultés. Nous avons un 3e plan national maladies rares qui se finit, qui a été repoussé, mais enfin qui est en train de se finir. L'objet central, c'était de faire en sorte que l'errance diagnostique soit réduite au maximum. Moi, je constate qu'on a progressé grâce à l'organisation de ces maladies génétiques, de ces maladies rares sur le territoire national, mais on est très loin, très très loin du compte. Voilà ce que je voulais rajouter avant de vous quitter, parce que je suis obligé de partir. Merci. Je vous répondrai brièvement. Je veux bien prendre la parole. Le plan France Génomique, il est en place depuis plus d'1 an et demi, d'accord ? La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des généticiens derrière. C'est-à-dire pendant 1 an, on a fait les RCP. Dire que ça n'a pas de coût, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un coût pour la société globalement, mais ce n'est pas le problème. Les patients, il n'y avait pas de généticien derrière. Donc, c'est très bien de faire des génomes, mais qui va les lire ? Quand vous n'avez pas la structure pour les lire, on se mord la queue. Donc, aujourd'hui, depuis fin d'année dernière, il y a des généticiens qui maintenant nous lisent les génomes qui ont été faits depuis plus d'1 an et demi. Il y a très peu de gens habilités. Il y a un apprentissage. Quand vous passez de l'exome au génome, il y a connaître les variants. Il y a des logiciels de prédiction, ce n'est pas une vérité absolue. Donc par derrière, on peut faire aussi des études cellulaires. C'est un travail par derrière. Ce n'est pas aussi mathématique. Je peux vous donner un dernier exemple. Le génome, on m'a dit c'est tel variant dans tel gène. J'ai dit non, probablement pas. On a recontacté le généticien. C'était dans cette famille probablement un autre gène PRPF3. Il était mal couvert par le génome. Donc on me demandait un autre résultat. Et on savait que c'était PRPF3. Donc le génome, c'est des techniques de panel. Elles ont des limites, elles ont des inconvénients. Il faut rester toujours très prudent. Et le travail de j'ai des résultats génétiques et je retourne à l'aspect clinique, il est colossal. Et s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas d'échange, ça ne peut pas être fait en 24 heures. Et ce n'est pas l'objectif. Et après, il y a la problématique. Vous avez une famille qui est confrontée à une surdité. C'est déjà un choc. Est-ce qu'elle a envie d'avoir le 2e choc dans l'immédiat du problème de il y aura probablement une menace sur la vision? Ça se discute. Comment va être la relation avec l'enfant? Est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
Je ne vais pas rentrer dans ce débat, un peu technique, parce que vous faites allusion au plan France médecine génomique, effectivement, de mémoire 2025, qui avait été voulu par le professeur Lévy. J'ai demandé une mission pour faire l'expertise de ce plan, parce que pour moi, ce plan est un désastre. Je vous le dis clairement, j'ai beaucoup de collègues généticiens qui, du coup, vont faire leur séquençage en Suisse ou en Allemagne, et je trouve ça bien dommageable. Pourquoi ? Ce plan avait programmé l'implantation de 12 plateformes de séquençage dans 12 CHU. Aujourd'hui, on en est à 2 plateformes de séquençage, et vous le savez, une à Paris et à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'on a encore tout mélangé, c'est-à-dire que c'est certainement pas aux structures médicales et aux structures publiques de faire du séquençage. Je ne crois pas. On a des très belles plateformes dans le privé pour faire ça. Moi, je plaide pour un partenariat public-privé. Et en échange, par contre, là où vous avez raison, c'est pour mieux renforcer les effectifs des bioinformaticiens, les effectifs en conseillers génétiques dans nos hôpitaux où on est à l'aube d'un désastre. Enfin, moi, je travaille main dans la main avec quelqu'un que vous connaissez certainement, avec Jean-Louis Mandel. On réclame l'augmentation rapide du nombre de conseillers génétiques. Donc, laissons faire au public ce qu'il doit faire, c'est-à-dire le soin et l'accompagnement. Et n'hésitons pas, par contre, pour la partie séquençage, parce que je rappelle qu'une plateforme de séquençage, dans une situation normale, c'est un appareil d'abord très cher, qu'il faut changer tous les 3-4 ans, parce qu'il y a toujours la nouvelle génération qui vient, et c'est un appareil qui fonctionne 7-7, 24-24. Donc j'ai jamais compris pourquoi on n'allait pas sous-traiter ça avec des entreprises françaises qu'on aurait bien, en l'occurrence, aidées, plutôt qu'aller aujourd'hui, et j'ai des exemples reportés de généticiens que vous connaissez bien, par exemple à l'Université de Bourgogne, qui font faire leur séquençage de l'autre côté en Suisse, parce qu'ils ne peuvent plus attendre les délais, et ils voient bien que sur les maladies rares, souvent, eh bien, ils sont en bas de liste, parce que ces outils de séquençage sont quand même essentiellement utilisés en cancérologie et en oncologie. Donc aujourd'hui, je crois que ce plan n'a pas fonctionné. Les Anglais doivent sortir, je ne sais plus, 200 000 génomes par an, 300 000 génomes par an. Nous, on en est à quelques milliers. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait le recadrer différemment. Là encore, et je ne vais pas tenir la parole plus longtemps, dans un beau partenariat public-privé qui, je pense, serait des plus efficaces. Ça a été démontré, cette efficacité, enfin ce manque d'efficacité de notre système national pendant la crise Covid, parce qu'on a souffert de ce manque de partenariat, je crois, pendant toutes les phases et encore aujourd'hui. Bon, cette fois-ci, il faut que je m'en aille. Je vous remercie. Il y avait une intervention, je crois. Alors, l'un de nos intervenants sur Internet voulait intervenir, non ? C'était Colette, c'était... Anne-Françoise. Oui, non, c'est Anne-Françoise Roux. Oui, Anne-Françoise, j'aurais voulu répondre à Philippe Bertha. C'est dommage qu'il soit parti. Il est encore là. Faites vite. Il est encore là. Bon, oui. Bonjour Philippe. Donc moi, Anne-Françoise, je me présente. Je suis généticienne. Je fais du diagnostic moléculaire. Je ne voudrais pas être aussi pessimiste que Philippe Bertha parce que oui, nous avons nos plateformes. Nous ne sommes pas assez nombreux en France. Le séquençage marche très bien, mais faire un génome, il faut vraiment l'interpréter. Et la chose la plus compliquée à faire, c'est de l'interpréter. Et là, ce n'est pas des machines pour l'instant qui peuvent le faire entièrement. Donc en France, on a vraiment besoin de praticiens formés. C'est une révolution qu'on est en train de vivre au niveau du diagnostic moléculaire. Et que le séquençage soit fait dans le public ou dans le privé, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est une technique, mais c'est vraiment les interprétations derrière qui sont... Aïe. Ouais, alors, connexion. pour revenir aussi sur le fait que le diagnostic est trop tardif, je voudrais quand même mettre un petit bémol parce que nous avons quand même un diagnostic moléculaire qui marche très bien sur le syndrome de Usher. Et maintenant, quand les enfants sont pris en charge avec une spécificité, avec un possible syndrome de Usher, il arrive qu'on fasse le diagnostic moléculaire, donc pose un diagnostic moléculaire avant de poser le diagnostic clinique de l'arythmie pigmentaire. Et maintenant, on a vu beaucoup de progrès depuis les 20 dernières années pour la prise en charge des jeunes patients. Voilà. Ça coupe de... Donc, je voulais compléter un petit peu parce que c'est vrai que par rapport au plan France Médecine Génomique, c'est un réel problème. Je pense qu'il y a des très bonnes volontés, c'est très positif, mais il y a un réel problème de formation de praticiens pour pouvoir aider justement à interpréter toutes ces données. Très bien. Anne-Françoise, tu vas peut-être faire ta présentation et moi je finirai sur la partie ophtalmologique.
Comme ça vous permet d'être... Très bien. Bon, est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va? Oui. C'est Catherine qui va passer mes diapos parce que moi, j'ai pas réussi à mettre en place le partage d'écran. Alors, juste avant que je passe la parole à Anne-Françoise, là, nous, on parle du syndrome de Usher. Et vous voyez que moi, je n'ai pas du tout parlé de thérapie génique. C'est volontaire parce qu'il va y avoir une grande différence entre l'audition et la vision dans le syndrome de Usher. Parce que l'audition, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le problème est de structure au niveau de l'oreille interne et il apparaît pendant la grossesse. Ce qui veut dire qu'après la grossesse, si on faisait une thérapie génique, il faut réactiver des gènes qui n'ont été activés que pendant la grossesse. Pour la thérapie génique, pour l'audition dans le syndrome de Usher, on n'y est pas encore, alors qu'il y a d'autres cas, d'autres origines de surdité où il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour la thérapie génique en surdité. Ouais. Aïe, ça recoupe. Remboursement et auditif qui ont changé, je pourrais vous en parler. Et donc, je mets le diaporama d'Anne-Françoise et je me tais. Bien, Ok. donc rebonjour à tous. Donc en fait, moi je vais faire un petit peu plutôt des généralités sur un diagnostic moléculaire et à qui il s'adresse. Et puis je finirai en vous parlant très brièvement du syndrome de Usher. Donc en fait, nous, on intervient en diagnostic moléculaire après la clinique, c'est-à-dire quand il y a une suspicion d'une pathologie qui peut être génétique, on va pouvoir confirmer tout ça par un diagnostic moléculaire. Donc moi, je suis biologiste et je travaille dans le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Montpellier. Donc déjà, le diagnostic moléculaire, ça se fait où? C'est pour qui? C'est comment? Donc c'est des laboratoires hospitaliers de diagnostic qui sont autorisés par l'Agence régionale de la santé. Il y a aussi quelques laboratoires privés qui font du très bon diagnostic moléculaire, mais pas pour toutes les pathologies. Les praticiens biologistes qui s'occupent du diagnostic moléculaire sont agréés par l'Agence de la biomédecine. Donc, en fait, ils ont une formation particulière, ils ont des compétences et tous les 5 ans, les agréments sont renouvelés ou pas en fonction de l'activité et des compétences. Maintenant, qui prend en charge ces tests? Donc, eh bien, pour l'instant, c'est des budgets hospitaliers qui sont versés par le ministère de la Santé. Pour l'instant, c'est pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale parce que tous les tests que nous faisons, ce sont des actes innovants. Et donc, ces actes innovants ne sont pas encore remboursables par la Sécurité sociale parce qu'il y a beaucoup d'études médico-économiques qui doivent intervenir avant de pouvoir rembourser ces tests. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait du diagnostic moléculaire sur des gènes de Usher et c'est toujours pas pris en charge par la Sécurité sociale. Là, il y a un problème. Il faut savoir aussi que quand la prise en charge des tests est faite par l'hôpital, par contre, dès qu'on veut développer des nouveaux tests, des nouvelles technologies, de nouvelles approches ou analyser des cas difficiles, là, il faut qu'on cherche des budgets de recherche, alors que ça fait partie de notre activité de diagnostic. Donc là, nous avons encore un autre problème. Diapo suivante, Catherine. Ah, ça marche plus. Voilà. Alors, ce diagnostic moléculaire, il s'adresse à qui? Donc, en fait, il va s'adresser au sujet qui est malade parce qu'on va rechercher l'altération nucléotidique. Il va s'adresser aussi à un sujet majeur qui est indemne d'une maladie. Donc, soit dans un diagnostic présymptomatique, donc ça va se faire pour des cancers familiaux, des pathologies à révélation tardive. Il va aussi se faire dans le cadre d'un conseil génétique, donc par exemple pour un couple qui a un désir d'enfant, pour savoir si on va rechercher une hétérozygosie chez le conjoint d'un porteur sain. Donc ça arrive pour des pathologies, des gènes qui sont fréquemment impliqués, comme celui de la mucoviscidose, et puis un des gènes du syndrome de Usher, justement, dont je vais parler.
Il peut aussi s'adresser ce diagnostic pour un fœtus dans le cadre d'un diagnostic prénatal. Donc, soit le fœtus a des signes échographiques qui sont évocateurs, ou bien alors le fœtus peut avoir un risque élevé d'hériter d'une altération nucléotidique. Attention, toutes les pathologies ne sont pas éligibles à une proposition de diagnostic anténatal. Diapo suivante. Donc, en fait, quand le diagnostic passe vraiment par plusieurs étapes, tout d'abord, il faut reconnaître que la maladie est génétique, et donc ça c'est le rôle du clinicien et du conseil génétique. Et derrière, il y a le biologiste qui, lui, va analyser et rechercher les altérations au niveau des gènes. Donc, en France, on est organisé, les laboratoires sont organisés au niveau ou par gène. Donc oui, en effet, nous ne sommes pas assez nombreux en France, mais toujours est-il que nous avons une organisation que beaucoup de pays nous envient parce que nous sommes assez complémentaires les uns des autres au niveau des laboratoires. Et donc, on va prendre en charge telle ou telle maladie, ce qui veut dire qu'on a des recrutements en local, mais aussi au niveau national. Donc, par exemple, pour le neurosensoriel, nous sommes 5 labos en France à s'occuper du diagnostic des rétinites pigmentaires et 4 labos en France à s'occuper des surdités. Donc, évidemment, ça ne suffit pas. Donc, le rôle du biologiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'assurer, évidemment, de la présence des documents nécessaires, de la qualité des prélèvements. J'insiste sur ce point-là parce qu'en France, nous avons une réglementation qui est extrêmement serrée. Donc, aussi bien par rapport des normes ISO COFRAC, mais aussi par la loi de bioéthique dont parlait Philippe Bertha à l'instant, qui est une loi qui a besoin d'évoluer, ça c'est sûr, mais nous avons une protection du patient en France qui est assez exemplaire par rapport à d'autres pays. Donc, en fait, on s'assure que tout est réglementaire. Ensuite, on va extraire l'ADN ou l'ARN à partir du prélèvement ou de mise en culture du. On va identifier les variations et après, on va faire un compte-rendu de résultats très précis avec une interprétation des résultats. Et ça sera transmis au médecin prescripteur qui doit expliquer les résultats au patient. Diapo suivante. Donc, en résumé, pour le patient, il est vu en consultation spécialisée s'il est malade ou en conseil génétique médical s'il est malade ou s'il n'est pas atteint, mais qui veut savoir ce qu'il en est dans le risque de transmission. On reçoit, nous, au laboratoire, le prélèvement de tissu et après, on fait un compte-rendu qui retourne évidemment au médecin qui a prescrit, donc soit le conseil génétique, soit la consultation spécialisée. Diapo suivante. Alors, le prélèvement, je vais faire un petit peu de génétique. Le prélèvement, c'est un prélèvement de sang. Et donc, c'est un suranticoagulant qui est le DTA. Et on va prélever 5 à 10 millilitres de sang pour le patient et on va extraire l'ADN. Donc là, ce que vous voyez dans le tube, ces flocons blanchâtres, en fait, c'est de l'ADN qu'on a extrait à partir des lymphocytes qui sont dans le sang périphérique et c'est en fait dans les noyaux des lymphocytes qu'on a cet ADN. Diapo suivante. Et donc, on va travailler sur l'ADN. Donc, l'ADN, c'est notre patrimoine génétique. Donc, on a plus de 3 milliards de bases de notre ADN, évidemment organisé en chromosomes. Et donc, cet ADN, on a des gènes, plus de 20 000 gènes différents vont coder pour des protéines. Et puis, ces gènes représentent en fait une très faible partie de notre ADN. Et pendant un certain nombre d'années, on a cru que toutes les parties qui n'étaient pas incluses dans les gènes, c'était un peu de l'ADN poubelle. On appelait ça du junk DNA. Et en fait, maintenant, on se rend compte que ce junk DNA n'est absolument pas poubelle, comme on disait avant, mais vraiment a un rôle très, très, très important pour les régulations et plein d'autres choses. Et on commence maintenant beaucoup à travailler sur l'ADN non codant parce que cet ADN n'est pas là par hasard. Et donc, ça fait encore partie des analyses et des découvertes que l'on doit faire au niveau de l'ADN. Diapo suivante. Donc, de façon ancestrale, c'est-à-dire il y a 20 ans, on séquençait un gène par gène et base par base. Donc, c'est à gauche que vous voyez un électrophérogramme où on a les 4 bases de l'ADN et successives et on cherchait à retrouver des anomalies d'une base qui était mutée vers une autre base. Aujourd'hui,
affaire au débit, donc des panels de gènes ou des exomes ou des génomes. Et puis, maintenant, le séquençage se fait complètement différemment parce qu'on n'analyse pas un gène en entier, on va analyser un panel de gènes. Et puis, maintenant, il faut savoir que plus vous séquencez, plus vous allez trouver d'altérations et des altérations uniques chez votre patient, et plus ça peut être compliqué de savoir si cette altération est vraiment impliquée dans la pathologie ou pas. Donc, plus on séquence, plus on a de données, mais plus on a d'interprétations à faire derrière. Donc, là, je vais maintenant vous parler un petit peu brièvement du diagnostic moléculaire des pathologies neurosensorielles, mais je présente un petit peu l'activité que l'on a à Montpellier. Donc, en fait, tu peux cliquer, Catherine. Donc, en fait, on s'occupe des surdité, du syndrome de Usher, rétine pigmentaire. Donc, ça fait 20 ans qu'on a mis ces activités en place. On a plus de 3300 familles qui sont référencées au laboratoire, dont un tiers de familles qui présentent un syndrome de Usher. On a plus de 900 familles de rétinite pigmentaire et 160 familles de choroïdérémie. La choroïdérémie est une pathologie beaucoup plus rare que les rétines pigmentaires. Donc, autant il y a 20 ans, on travaillait sur un gène, maintenant on travaille sur le génome. Diapo suivante. Et puis, bon, voilà, la dernière... Attends, tu peux revenir un petit peu. Voilà, merci. Donc, le génome, donc évidemment, c'est dans le cadre du plan France Médecine Génomique dont vous parlait Philippe Bertha. Voilà, donc là, nous faisons partie des praticiens qui interprétons les génomes. Comme le disait Isabelle, ça a été extrêmement long à mettre en place. Maintenant, le goulot d'étranglement, c'est vraiment pas le séquençage, c'est le nombre de praticiens formés pour lire ces génomes et ensuite émettre les résultats. Diapo suivante. Donc, en fait, les activités des labos, c'est les analyses de patients, la prise en charge des apparentés, les analyses de conjoints et aussi le diagnostic prénatal. Donc, il y a tout un rôle que les laboratoires doivent jouer en post-génome pour la prise en charge des patients. Tu peux continuer. Donc, en fait, comme je vous le disais, les laboratoires sont organisés au niveau de la France. Donc, pour chaque laboratoire, par exemple le nôtre, on a un recrutement qui est local, donc aussi bien avec l'ORL, la génétique médicale et le centre Maolia d'Isabelle, mais aussi on a un recrutement national et les prélèvements arrivent de toute la France pour une pathologie donnée. Diapo suivante. Alors maintenant, brièvement, sur le syndrome de Usher. Donc en fait, Catherine vous a présenté une hétérogénéité clinique qui est vraiment basée sur le degré de la perte auditive et la présence ou non d'aréflexie vestibulaire. Il faut savoir qu'elle est associée une hétérogénéité génétique à cette hétérogénéité clinique. Donc en fait, pour le syndrome de Usher de type 1, qui est le plus grave en termes de déficience auditive, on a 5 gènes qui ont été identifiés comme étant impliqués dans ce syndrome-là. Il faut savoir qu'un patient, on ne sait pas quel gène va être muté. Donc, en fait, il faut maintenant analyser tous les gènes qui sont potentiellement impliqués dans ce type clinique. Pour le syndrome de Usher de type 2, on connaît 3 gènes. Et pour le syndrome de type 3, dont vous a parlé Catherine, il y a un seul gène connu actuellement. Il faut savoir que, ce qui complique un petit peu notre tâche, c'est que par exemple les gènes du syndrome de Usher de type 1 peuvent aussi être impliqués en fonction des anomalies qu'ils vont porter dans des formes non syndromiques. Donc en fait, un patient qui a des mutations dans le gène myosine 7A va présenter un syndrome de Usher de type 1, mais en fonction des altérations qu'il va porter, il peut aussi présenter une surdité non syndromique. D'appréhender pour justement aller à savoir si le patient va développer, un jeune patient va développer des signes cliniques ou pas au niveau de la rétine pigmentaire. Alors, pour le syndrome de Usher de type 2, le gène H2A est le gène. Ça coupe légèrement de temps en temps, mais très rarement, donc tout va bien. Je vais essayer de couper ma caméra pour voir si ça résout le problème. Pour gagner un petit peu en bande passante. Syndrome de Usher de type 2. Ouais.
Donc, en fait, on a un gène qui va être aussi impliqué dans les rétines pigmentaires non syndromiques. Alors là, je crois qu'il n'y a plus de diaporama. Voilà. Si, c'est OK. Voilà. Catherine, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Donc, en fait, là, je vous présente simplement la prévalence des différents gènes. Donc là, c'est une cohorte de 350 patients atteints d'un syndrome de Usher de type 1. Et vous pouvez voir que le gène de la myosine θ est vraiment le gène majoritairement impliqué. Mais par contre, on a aussi d'autres gènes qui sont plus rarement impliqués, mais qu'il est aussi important de pouvoir analyser en même temps. Pour le syndrome de Usher de type 2, donc on a analysé plus de 500 patients et vous pouvez voir que le gène USH2A est très majoritairement impliqué. Et ce gène-là, c'est aussi un gène majeur qui est impliqué dans des formes de rétinite pigmentaire non syndromique, mais avec des altérations très particulières. Diapo suivante. Donc en fait, comme je vous le disais, le challenge maintenant, c'est de pouvoir caractériser l'effet délétère des variants qu'on identifie par séquençage, parce que finalement, on veut répondre à une question, est-ce que le variant que j'ai identifié est bénin, ou bien est-ce que ce variant est pathogène, et dans quelle mesure il explique tout le phénotype du patient. Donc en fait, très souvent, après avoir une analyse de gène ou d'exome ou de génome, on peut avoir recours à des analyses fonctionnelles. Donc, ces analyses fonctionnelles sont quand même assez compliquées à mettre en place. C'est pas simple. Il y a un coût. Et puis, elles sont assez chronophages. Hein. Donc, ça, c'est pas en 2 jours qu'on peut répondre avec une analyse fonctionnelle sur l'effet délétère ou pas d'un variant. Donc, on peut avoir recours à des mini-gènes qui vont, eux, répondre à des anomalies de l'épissage de l'ADN. On peut aussi travailler sur des cellules IPS de patients ou introduire des mutations dans des cellules IPS. Et puis aussi, on peut travailler sur des modèles animaux comme le zebrafish qui représente un modèle animal très attractif parce qu'on peut simuler, on peut rechercher des phénotypes compatibles avec ce qu'on retrouve chez les patients qui ont un syndrome de Usher. Voilà, je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour les questions, est-ce que quelqu'un veut prendre le micro de 2 secondes? Y a-t-il des questions? Non. Isabelle qui est partie. Hein? Oui, vous m'entendez là ou pas? Non. Là, voilà. Ah ok, c'est bon. Oui, donc en fait j'ai un syndrome de Usher de type 2 et j'avais une question sur la génétique, donc sur j'ai le gène USH2A en fait, hein, et je voulais savoir si la protéine en question, la luchérine, intervenait aussi dans la fonction auditive, hein. Savoir si on arrivait à restaurer avec une méthode de thérapie génique la protéine luchérine, est-ce qu'on pourrait en même temps améliorer la fonction auditive ou pas? Est-ce que c'est... voilà. Voilà mes questions. Alors, comme vous le disiez, Catherine, en fait, au niveau de l'oreille interne, et puis Catherine pourra compléter, au niveau de l'oreille interne, en fait, le défaut est anténatal. Donc, en fait, quand le patient, la surdité est déjà présente. Donc, en fait, il faudrait pouvoir intervenir en amont, ce qui est actuellement très compliqué. Après, au niveau de la fonction auditive, il y a des prothèses auditives qui existent. Ce n'est pas la panacée, mais il y a quand même une réhabilitation qui est quand même possible par rapport à l'audition. C'est vrai que la thérapie au niveau du gène pour les cellules d'oreille sont très compliquées. Catherine, compléter? Non, là, ta réponse est très claire. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas faire de thérapie génique pour rendre l'audition, que ce soit pour les syndromes de Usher de type 1 ou de type 2.
parce que l'oreille, en fait, quand elle arrive le bébé naît, l'oreille, elle est mature, les cellules ne se reproduisent pas, on n'arrive pas à les faire reproduire. Et si on voulait intervenir, il faudrait revenir en arrière à des stades de la vie embryonnaire. Et donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore être efficace pour restaurer l'audition au niveau thérapie génique, au niveau du syndrome de Usher. Non.